Bonjour, je sais pas, on m'entend bien? Bonjour, j'ai le plaisir de présenter Élodie Razi. Élodie Razi est anthropologue, professeure à l'Université de Liège, en Belgique. Il est membre du laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle. Et dans les années précédentes, elle est également directrice de ce laboratoire à 2 reprises. Il est membre de l'unité de recherche mixte, de l'unité de recherche enfance, donc à l'Université de Liège, et membre associé de l'unité mixte de recherche PALOC, patrimoine locaux, environnement et globalisation en France. Elle est également cofondatrice et coéditrice de la revue Anthropo Children, cofondatrice et directrice de la collection Monde de l'enfance aux presses universitaires de Liège, co-responsable de Anthropology of Children and Youth Network de l'Association européenne des anthropologues sociaux, membre du conseil d'administration de la Société des africanistes et du comité de rédaction du journal des africanistes. Ces recherches s'inscrivent dans les domaines de l'anthropologie de l'enfance et des enfants, de l'anthropologie de la migration et de l'anthropologie urbaine. Elles portent sur le corps et la personne et la circulation des individus, et d'abord à partir des terrains au Mali et en France. L'approche privilégiée associe l'étude de la construction sociale et culturelle de l'enfance, historiquement située à une approche centrée sur l'enfant comme acteur et sujet des interactions dès son plus jeune âge. Ces recherches ont donné lieu à la publication notamment de l'ouvrage Naître et devenir, anthropologie de la petite enfance, un pays sonanké, Mali, paru en 2007 et issu de la thèse en anthropologie. Par la suite, Élodie Razi a travaillé au Mexique sur la prise en charge de la petite enfance en institution. Elle est également impliquée dans divers projets de recherche internationaux, interrogeant le rôle et la place de l'enfance et des enfants dans différentes configurations au pays. Pour en citer quelques-uns, c'est le projet Child Herit, donc enfance et enfants dans la patrimonialisation, transmission, participation, développement, projet entre le Mexique, la Belgique, la France et la Mauritanie. Et le projet Food Together, Exploring Foodscapes as Public Spaces for Integration. Donc le projet européen qui implique la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Norvège. Parmi les publications les plus récentes, on peut citer notamment l'ouvrage collectif paru en 2020, coédité avec Alice Sarcinel et Fanny Duissin, qui s'intitule Espace pluriel de la parenté, approche qualitative de reconfiguration intime et publique dans le monde contemporain, et aussi 2 articles parus dans l'Homme, notamment l'article coécrit avec Charles-Édouard de Suréman, que je veux, il est aussi présent parmi les participants d'aujourd'hui, l'infantification de Niño Dios, ambiguïté ontologique des statuettes de l'enfant Jésus au Mexique. Et aujourd'hui, il va donc nous proposer d'explorer l'enfance à partir des différents exemples ethnographiques du Mali au Mexique en passant par la Belgique, en posant les principaux jalons de la réflexion, et ensuite nous proposer une approche croisant l'enfance et la nature à partir du cas belge. Donc, je vous donne la parole, Élodie Razi. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Parce que là, j'ai un tout petit écran, moi, du coup. Je ne vois plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Alors là. Bon, je suis désolée, mais je vois tout étant tout petit. Alors, je ne sais pas si je vais... Bon, je vais essayer de faire comme ça pour ne pas perdre de temps parce qu'il est déjà un petit peu tard. Vous me dites, vous voyez le PowerPoint en entier?
Ok. Donc, est-ce que si je passe, vous voyez? Oui. D'accord. Bon, on va faire comme ça. C'est pas très confortable parce que je ne vous vois pas vraiment. Excusez-moi, Elodie, vous pouvez mettre peut-être en plein écran, comme ça fait plus grand, le PowerPoint. Oui, c'est ce qu'il y a. Ah, Oui, mais vous êtes au milieu de. Alors, il faut que je vous non, vous êtes au milieu du coup du PowerPoint. Je ne peux pas parfait. lire moi mon PowerPoint. Donc, Ah, ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Ce n'est pas grave. Vous l'avez quand même en assez grand, vous, de votre côté? Ok. Donc, on va Oui. faire comme ça pour ne pas perdre plus de temps. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cette journée. Donc, merci pour l'invitation. Je m'excuse évidemment de ne pas avoir pu participer à la session précédente ce matin et cet après-midi, en cette période très particulière, vous le savez tous, très chargée aussi, et donc un peu compliquée. Je suis aussi désolée du coup des redites éventuelles que j'aurais pu évidemment comment dire, éviter si j'avais été présente tout au long de la journée. Donc désolée de cela si cela se produit. Alors évidemment, ces notions d'enfance et de nature, donc j'ai pris au pied de la lettre, on va dire, la phrase que Mélissa, je crois, m'avait envoyée, le petit extrait de l'argumentaire, et donc c'est à partir de cela que j'ai préparé ma présentation. Et du coup, donc, voilà, je pars du principe que ces deux notions, nature et enfance, posent un certain nombre de questions, mais que leur traitement est heuristique et donc bien au-delà en fait des champs de l'enfance et de la nature qu'il convoque, comme l'ont montré un certain nombre de travaux évidemment. Alors, je vais essayer donc de croiser nature et enfance. Moi, j'ai vraiment travaillé sur l'enfance et plus particulièrement sur la petite enfance, mais après sur d'autres tranches d'âge aussi. Et ce que j'ai essayé de faire pour partager un moment avec vous aujourd'hui, c'est de relever un peu le défi de mettre toutes sortes de matériaux ensemble et de voir ce que ça donnait par rapport aux questions que vous posiez. Alors, voilà, je n'avais pas envie de reprendre texto certaines choses, notamment des choses à propos des questions de nature et d'environnement qu'on avait traitées en 2019 dans le séminaire de méthodologie, la 11e édition du séminaire de méthodologie Les apports de l'anthropologie de l'enfance que j'organise à Liège, et le séminaire interdisciplinaire de méthodologie de l'UMR PALOC de l'IRD MNHN. On avait traité effectivement ces questions des enfants dans leurs environnements donc lors de ce séminaire. Donc je vais reprendre certaines choses, mais évidemment pas tout, puisque j'essaie de mettre en perspective. Donc c'est une sorte de chantier que je vous propose, donc voilà, que j'ai essayé d'ouvrir dans l'urgence de l'invitation qui m'est parvenue il y a peu de temps. Alors la première question que je pose, c'est la question toute bête, qu'est-ce qu'un enfant? Et en fait, je vais commencer par partager avec vous la façon dont j'envisage l'enfant finalement dans mes recherches. En tant qu'anthropologue, donc, en me basant sur mes terrains, diverses publications, etc. Et donc, l'idée ici, c'est d'envisager ce que vous avez décrit dans le petit appel que j'ai eu en entier après, l'humanisation donc de l'enfant. Et là, je vais envisager ça comme en me penchant, si vous voulez, sur l'enfant de son entourage et l'enfant dans son entourage et en contexte pour essayer de comprendre, donc, enfin d'ouvrir des pistes par rapport à cette question de l'humanisation. Et je commence donc tout de suite avec mes petits exemples ethnographiques que je ne vais évidemment pouvoir que survoler puisque je vais en prendre plusieurs, donc voilà. Alors, les enfants en pays soninké, je prends un enfant en pays soninké donc, au hasard, là où j'ai travaillé. Donc, on est dans la conception de l'enfant du lignage, un enfant qui baigne dans une multiplicité de termes, d'adresses et de références, qui vont l'inscrire dans des registres identificatoires multiples, à la fois au présent et au passé. Des termes qui vont référer à un statut d'aîné, mais aussi de petit enfant ou de cadet, notamment en fonction de l'homonymie, mais aussi en fonction des interlocuteurs en présence,
et du positionnement généalogique dans lequel ils vont vouloir inscrire l'enfant en fonction du terme qu'ils vont choisir pour s'adresser par exemple à l'enfant à un moment T de l'interaction. Et puis, donc, ils vont choisir ce positionnement généalogique, donc soit inscrire l'enfant selon avec le terme qu'ils choisiront dans une position généalogique qui est en accord avec la génération à laquelle il appartient, soit dans une génération antérieure. Autre particularité, le lien des enfants avec les anciens et même plus loin avec les ancêtres. Un enfant qui est au cœur de relations sociales multiples, avec un rôle clé dans la petite enfance de la relation à plaisanterie, des soins de proximité, des partenaires multiples, je l'ai dit, et puis un statut à part avant le sevrage, donc pendant ses débuts de la vie, synonyme de tolérance, d'attention, d'écoute par rapport à ses besoins ou à ce qu'il exprime, etc. Et puis, plus globalement, donc, des rites de naissance qui seront articulés à des rites du quotidien et à ce que j'ai appelé des gestes rituels qui vont inscrire cet enfant donc, progressivement dans son identité, dans sa société. Si je passe à un autre cas de figure qui est celui des enfants institutionnalisés, plusieurs cas, donc, les enfants dans une pouponnière à Bamako, donc qui vont avoir très peu de partenaires, qui vont être, par rapport à une situation d'enfants non institutionnalisés, qui vont être beaucoup plus avec leur père, PAIRS, le plus souvent, plus massivement, sur des périodes beaucoup plus longues que en temps normal, entre guillemets, c'est-à-dire hors institution de prise en charge. Qui vont cependant être insérés dans des liens sociaux, notamment par la nomination et la relation à plaisanterie. Donc, on retrouve ce même modèle, toujours avec se basant sur l'homonymie. Donc, une ambiance plutôt familiale dans cette pouponnière, mais appauvrie, entre guillemets, par rapport, évidemment, à la richesse des interactions au village ou même dans une comment dire, une maison en ville. Et ici, des rites quotidiens aussi qui vont concourir à humaniser cet enfant. Des rites quotidiens médicaux, c'est la nuance avec les enfants au village, par exemple, médicaux ou non médicaux. Et puis des rites de passage, religieux ou non, qui vont comme ça rythmer aussi ces débuts de vie. Je passe maintenant aux enfants en pouponnière au Mexique. Ici, une hypermédicalisation de la prise en charge institutionnelle des enfants. De multiples partenaires, là vraiment beaucoup de partenaires, mais des partenaires qui sont des partenaires en lien avec la spécialité médicale ou paramédicale qu'ils ont auprès de l'enfant. Et puis, par ailleurs, des relations privilégiées avec certaines personnes, du personnel médical ou paramédical, et aussi la présence de la relation à plaisanterie dans cette institution. Et à nouveau, des rites quotidiens, alors médicaux ou non, mais ici, beaucoup de rites médicaux ou paramédicaux, on pourra en reparler si ça vous intéresse, et des rites de passage religieux ou non qui vont aussi concourir au quotidien de ces enfants à leur entrée dans la société, pour ainsi dire. Dernier cas pour les enfants institutionnalisés, le cas belge que je développerai plus avant à la fin. Donc là, il s'agit de prise en charge dans des institutions la journée, donc des crèches, ce qu'on appelle accueil temps libre en Belgique, donc des sortes d'accueil extrascolaire, si vous voulez, ou des stages pendant les vacances que font les enfants, soit dans des structures classiques, entre guillemets, soit dans des structures à pédagogie alternative. Ici, l'enfant est en présence de très peu d'adultes, contrairement à tous les exemples qu'on a vus précédemment. C'est un enfant surveillé, protégé de lui-même et de ses environnements. Et il y a quelques rites quotidiens qui vont rythmer aussi sa journée. Et puis je prends un dernier exemple qui est celui d'un enfant presque comme les autres, dans une famille, on va dire,
dans une famille citadine catholique moyenne au Mexique. Donc cet enfant, c'est Niño Dios, qui en fait est une statuette à l'effigie de l'enfant Jésus, qui fait l'objet d'un processus qu'on a appelé avec Charles-Édouard de Surmain un processus d'enfantification, qui consiste à doter un objet sacré, ici l'enfant Jésus, des attributs d'un enfant humain générique, et ça signifie également sa transmutation en enfant humain singulier, donc unique, chacun des deux disposant d'une certaine agentivité. Donc c'est bien un processus d'individuation de Niño Dios qui est inscrit dans différentes relations interpersonnelles, plusieurs réseaux sociaux et spirituels. Il exprime ses humeurs, ses joies, non pas comme s'il était un enfant, mais parce qu'il est un enfant. Et il est aussi au cœur de rites quotidiens et de rites de passage religieux, par exemple. Donc on voit les points communs entre tous ces cas que j'ai brossés à grands traits, qu'il y a une identité sociale évidemment qui est conférée à l'enfant à chaque fois, de différentes manières, qu'il est inscrit dans un ou plusieurs réseaux relationnels, qu'il y a des rites de diverses natures qui vont rythmer son quotidien d'enfant, donc de diverses natures, comme je l'ai dit, soit quotidien, soit autre. Voilà. Donc là, on est évidemment dans le schéma de l'enfance comme construction sociale et culturelle. Alors, ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est de se pencher aussi sur la question de l'agentivité de ces enfants dans toutes ces configurations pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un enfant. Et quand on se pose la question de l'agentivité, évidemment, on pense de prime abord à l'agentivité comme notion éthique des sciences sociales. Et cette agentivité des enfants, elle se pose en fait dans tous les cas ethnographiques que je viens de mentionner, de manière, avec des points communs, mais aussi avec des différences. Mais elle est un peu problématique dans la mesure où, comme on l'avait noté avec ma collègue Marie Rodet, voilà, dans la littérature, pour ce qui concerne les enfants, la définition de l'agentivité, la nature de l'agentivité, les degrés de l'agentivité, c'est quelque chose qui est très peu, qui est très flou, qui est très peu travaillé de manière poussée dans la littérature. Alors, dans les exemples que j'ai mentionnés, on a des enfants d'âge différents, mais en fait, c'est très intéressant de prendre toujours un cas limite ou un cas un peu particulier pour essayer de comprendre les cas les plus généraux. Et c'est le cas des plus petits, des enfants, qui est intéressant à mobiliser, je pense, ici. Donc, on prend évidemment tous acte du changement de paradigme qui s'est opéré par rapport à la question de l'agentivité des enfants, notamment avec le courant des Childhood Studies. Mais cette agentivité ou cette agency, elle est avant tout sociale en fait, et elle est calquée sur celle des adultes dans la plupart des cas. Alors que, en tant qu'anthropologue, les enfants que je rencontre, s'ils sont parfois des acteurs sociaux, reconnus ou peu reconnus, je rencontre des sujets avant tout. Hein. Quel que soit l'âge de ces enfants, ce sont des sujets. Donc, c'est une chose importante pour moi de postuler le statut de sujet pour tous ces enfants, parallèlement à leur potentiel agency sociale, si vous voulez. Alors, cette question de l'agentivité, en fait, elle illustre des questions méthodologiques, éthiques et épistémologiques qui nous amènent à nous poser des questions tant sur les capacités et les compétences universelles de l'enfant que sur celles qui lui sont prêtées localement et qui sont encouragées, valorisées ou au contraire qui sont combattues. Donc, j'essaie de croiser cette notion éthique de l'agentivité et les cultures locales, ce que j'ai appelé les cultures locales de l'agency. Et par rapport à cette agentivité, donc, partir de l'exemple de Niño Dios, dont je vous ai parlé, qui en fait n'est pas considéré comme un vrai enfant
de notre point de vue, hein, si on se pose du point de vue occidental, mais qui en est un pour les personnes rencontrées, eh bien, ça permet de faire un pas de côté et de progresser dans les réponses apportées à cette question pour les enfants que nous considérons comme de vrais enfants a priori. Alors donc, avec cette enfantification se pose vraiment cette question cruciale de l'agentivité, ou plus exactement des agentivités imbriquées de Niño Dios, puisqu'il est Dieu, donc il dispose d'une agentivité divine, mais c'est aussi un enfant, c'est ce que nous avons essayé de montrer, un enfant idéal typique, parce qu'il présente les attributs de l'enfance, et donc ça lui confère une agentivité générique qui va se déployer dans différents contextes, notamment rituels ou ordinaires. Et puis, il dispose aussi d'une agentivité comme tout enfant singulier, c'est-à-dire qui va s'exprimer selon les codes culturels et sociaux locaux qu'il faudra connaître, évidemment. Donc, c'est dans cela que Niño Dios n'est pas seulement comme une personne, mais qu'il est une personne à part entière. Alors, donc, pour résumer un petit peu tout ceci, ce qui m'importe ici, c'est en fait d'affirmer la façon dont j'aborde les choses, c'est-à-dire de reconnaître les bébés, les enfants, quels qu'ils soient, mais dès leur plus jeune âge, comme des sujets, de rencontrer certains bébés et certains enfants en les considérant comme des sujets, puisque ce sera dans des relations ethnographiques que se tisseront les choses, de les rencontrer, certains bébés comme des sujets dans leur entourage et dans leurs environnements, c'est-à-dire en contexte, dans ce que j'avais appelé les constellations, et puis de prendre en compte donc ces cultures locales de l'agency dont je viens de parler. Tout ceci inscrit évidemment dans un cadre plus large qu'on connaît, enfin qu'on doit connaître en tant qu'anthropologue. Ceci combiné évidemment à une réflexivité à la fois intime et anthropologique, enfin que j'appellerais intime et anthropologique. Alors j'en viens maintenant à ces rapports entre enfance et nature dans lesquels je vais essayer d'entrer un petit peu ici avec mes quelques cas ethnographiques. Alors ces rapports, ils apparaissent en fait dans le parallèle entre l'enfant et le sauvage dès les premières explorations, puis dans une perspective évolutionniste dans les premiers travaux aussi. Les enfants et les sauvages, entre guillemets, partagent cette proximité avec une vie originelle, proche de la nature, un état de nature, ils partagent presque cet état de nature, ce qui s'illustre aussi dans des propositions comme la proposition de la notion de pensée prélogique de Lévi-Bruhl, donc partagée par ces deux figures, même si là, il faudrait beaucoup de temps pour évidemment nuancer tout ce que je suis en train de dire ici à très grands traits. Et puis, ils apparaissent, ces rapports entre enfance et nature, aussi dans les manières très diverses dont les enfants vont tisser des liens avec leurs environnements. Et là, on pense évidemment à l'étude de la biophilie des enfants, qu'on va retrouver dans le sens commun dans un certain nombre de sociétés, dans nos sociétés en particulier ici, mais aussi dans la recherche, qui n'est pas étrangère au premier point que j'ai soulevé, puisque ça s'appuie sur cette proximité supposée de l'enfant et de la nature ou d'un état de nature. Donc voilà, le rapport à la nature et aux animaux, bien sûr, il est loin d'être systématiquement présent et positivement connoté, et c'est donc bien en analysant cela en contexte qu'on apprend des choses sur la base de la connaissance des ontologies locales, bien sûr. Donc, cette question de la biophilie, mais aussi les connaissances biologiques, ethnobiologiques, biologiques aussi que peuvent avoir les enfants. C'est aussi là que vont apparaître ces rapports entre nature et enfance, mais également dans les pratiques que vont avoir les enfants lorsqu'ils vont travailler ou lorsqu'ils vont apprendre à travailler ou apprendre des tâches. Et puis enfin, dans l'influence que peuvent avoir les enfants
sur les éléments naturels de par les attributs dont ils sont porteurs et qui sont considérés comme essentiels par rapport à certains rituels. Alors, je ne parle pas, vous l'aurez vu, je ne parle pas ou plus de nature, je passe à la notion d'environnement, environnement au pluriel. Je reviendrai, je vous demande juste de l'accepter pour le moment, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je passe à cette notion d'environnement. Je reprends maintenant mes exemples. Alors, attendez, je crois qu'il faut que je passe. Non. Je reprends mes exemples ethnographiques que j'ai cités précédemment. Et je vais essayer donc de croiser enfance et nature. Donc je repars du côté, je repars du côté Soninké, ici, où bon, de manière assez commune, le village et l'extérieur du village, le village et la brousse, sont différents, sont considérés comme différents, les esprits, les ancêtres étant plutôt considérés comme étant à l'extérieur du village, notamment habitant les arbres, les fleuves, les collines, etc., vivant une vie parallèle dans un monde parallèle, souvent inversé par rapport à ce que vivent les humains, aussi bien physiquement que dans leur manière de vivre. Mais ce qui n'empêche pas évidemment des incursions dans le village par rapport au monde des humains. Qui n'empêche pas des incursions dans le village, notamment la nuit, par exemple. Mais ce monde parallèle, il n'est pas seulement à l'extérieur du village, il est également dans le village et notamment sous terre. En fait, il y a ce monde parallèle aussi qui existe sous terre, sous les maisons, sous les constructions. Et là aussi, il y a des esprits d'une autre nature, des petits dieux, qu'on pourrait appeler comme ça, qui sont présents ici et auxquels il faut faire particulièrement attention. Donc ça, c'est une des dimensions de ce qu'est la nature dans ce contexte-là. Et puis, il y a évidemment la nature, environnement hostile avec les sécheresses, les famines, toutes les conditions difficiles de vie dans une zone, évidemment, semi-aride. Voilà. Donc ça renvoie aussi au mythe d'origine, qui est un mythe de dispersion, mais je ne vais pas m'étendre ici. Alors, si maintenant j'en viens à me demander finalement ce qui arrive aux enfants par rapport à cette question de cette partition du monde que j'ai un peu présentée de manière caricaturale pour faire vite ici. Eh bien, en fait, plusieurs personnes me racontaient à l'époque, il y a assez longtemps, que les enfants mal formés, surtout les enfants qui ne pouvaient pas se déplacer, qui avaient une malformation, disons, visible, on va dire, qui avaient un problème psychomoteur, si vous voulez, très petit, étaient rendus au monde des esprits. Et comment procédait-on ? Eh bien, on les déposait à côté d'une fourmilière avec un petit peu de miel, me disait-on, et ils étaient censés partir en se transformant en serpents pour rejoindre les esprits, les autres esprits. Donc ça, c'est un premier cas qu'on peut mentionner de rapport entre certains enfants et cet environnement qui n'est pas l'environnement civilisé, entre guillemets, qui est de l'ordre du monde des esprits. Voilà. L'autre cas de figure, c'est le cas des enfants échangés. Ça, c'est un classique, hein, on le retrouve dans la littérature, aussi bien européaniste que même en Asie, en Afrique, dans plein d'endroits du monde. Et là, c'est quand on va au champ et qu'on pose son enfant sous un arbre et que malencontreusement, il se trouve qu'un esprit est là, il peut enlever cet enfant. En fait, ce n'est pas qu'il va, enfin, s'il va l'enlever, il va en fait l'échanger contre un autre, c'est le sien, qui est malade ou mourant. Hein. Et donc, vous allez repartir chez vous vous avez l'impression de repartir chez vous avec votre enfant, mais ce n'est pas votre enfant sain a été enlevé par cet esprit qui l'a emmené dans sa famille esprit. Et donc l'enfant que vous ramenez au village va mourir, par exemple, après. Et donc là, on a encore ce rapport entre cet environnement qui peut avoir, le rapport à cet environnement qui peut avoir des conséquences fatales pour l'enfant. Alors, concernant les enfants institutionnalisés dont j'ai parlé tout à l'heure, à Bamako, la Pouponnière, c'est un espace urbain clos
sans plus de verdure que les autres habitations dans le quartier. Il fait évidemment très chaud, je ne vous apprends rien. Les enfants sont le plus souvent à l'intérieur, donc dans des espaces où il y a des matelas, où il y a du carrelage, où ils sont un petit peu dehors, mais abrités. Et donc là, il y a vraiment peu de place pour cet imaginaire lié à la brousse, si on peut le dire, en tout cas à autre chose que l'espace habité. Ça n'empêche pas qu'il y ait des façons de voir cet environnement à travers ce prisme-là, mais voilà. Et donc à l'époque, j'avais fait une sortie dans un parc où il y avait de l'herbe, un endroit avec de l'herbe, quoi. Et donc on avait été avec les enfants faire cette sortie qui était une fête à l'époque. Dans la pouponnière au Mexique, dans une des pouponnières au Mexique, il y a un jardin, mais là il fait très chaud aussi la plupart du temps la journée, mais les enfants sortent très peu. Pourquoi est-ce qu'ils sortent très peu? Parce que en fait, on ne veut pas qu'ils se salissent. Les enfants dans les institutions, dans cette institution qu'est la pouponnière, voilà, sont vraiment suivis de près pour ce qui concerne leur état, les vêtements, la propreté du corps, etc. Dans les institutions en Belgique, la nature est idéologiquement en partie valorisée, mais pratiquement plutôt crainte quand on est dans les institutions classiques. Et elle est idéologiquement valorisée, mais pratiquement, elle est un lieu d'expression et d'exploration pour les enfants, de ressourcement, puisque, comme on le sait, la nature est toujours anthropisée, mais elle est présentée comme originelle, authentique, permettant aux enfants de se relier avec le vrai, avec l'authentique, sachant qu'en fait, ils seraient plus enclins à le faire, mieux enclins que les adultes à le faire, en raison d'un état supposé proche de la nature, d'une nature supposée, avec laquelle donc il faudrait pouvoir se reconnecter aujourd'hui. C'est le mot d'ordre, et encore plus en temps de pandémie, nous l'entendons tous à longueur de temps. Et j'en viens à Niño Dios, donc, qui lui est comme les petits enfants de la pouponnière en fait, pour ça, parce que il faut faire attention parce qu'il se salisse, il sort la nuit, il va jouer la nuit, pas comme les enfants, les autres enfants, lui il le fait la nuit, hein, mais il va aussi se salir, il va salir ses vêtements, et donc il y a cette attention aux vêtements qui en fait fait écho à une vision assez dichotomique disons de l'urbain non indien et des Indiens. Puisque souvent les enfants des communautés indiennes sont considérés comme sales, traînant par terre, ayant des vêtements déchirés, sales, ayant le nez qui coule, et on retrouve donc cette figure de l'enfant dans les rues, ou dans les rues de Mexico par exemple, ou dans des quartiers défavorisés de Mexico. Ce qu'on peut constater ici, c'est que en fait, le modèle institutionnel que j'ai brossé à grands traits, il traverse en fait la plupart de ces sociétés, différentes sociétés que j'ai évoquées. C'est un modèle qui est en partie globalisé, pour certaines parties en tout cas, et on peut l'appréhender en mobilisant aussi la notion, la figure de l'enfant onusien telle que l'ont décrite Charles-Édouard de Surmain et Doris Bonnet. Et l'autre trait que je voudrais noter ici par rapport plus spécifiquement à la question de la nature, c'est qu'on sent, dans les exemples que je vous ai donnés, qu'il y a une sorte de continuum sur lequel se positionne, ou plus exactement, on positionne l'enfant dans son rapport à la nature, plus ou moins bénéfique, plus ou moins permis, plus ou moins valorisé. Alors, je vais continuer et terminer avec l'exemple de cette étude de cas en Belgique francophone qui a été menée, l'enquête a été menée par Elodie Willemsen, et j'ai encadré la recherche et analysé les matériaux avec elle. Donc, c'est une recherche, oui, je suis au bon endroit.
C'est une recherche menée dans le cadre d'une institution qui s'appelle l'Office de la naissance et de l'enfance en Belgique. 3 terrains ont été menés pendant 8 mois à peu près, dans des institutions plus ou moins favorables à ce que l'Office national de l'enfance et de la naissance et de l'enfance appelait l'investissement de l'espace extérieur. Donc, il y a eu ces terrains-là, 3 terrains comme ça, et 3 terrains de stage, donc pour des durées plus longues, là aussi avec des associations plus ou moins enclines à faire sortir les enfants, si vous voulez, c'était ça la question. Bon, je vous passe les détails sur tout le montage de la recherche. Et pour entrer dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi on en est arrivé dans cette recherche à parler d'environnement au pluriel, parce que nature nous posait problème pour plein de raisons. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, sur le terrain, il y avait tout un tas de termes qui étaient utilisés par les professionnels, mais par les commanditaires de la recherche également, alors notamment espace extérieur, espace vert, espace naturel, nature, toujours en opposition avec ou en rupture avec l'urbain, dehors, voilà. Et donc, après, nous, on est arrivé à se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui serait le plus englobant par rapport à tout ça? Ce serait peut-être la notion d'environnement. Mais en fait, environnement au singulier, est-ce que je suis à la bonne... L'environnement au singulier, ça engendre toujours l'ajout d'un adjectif, parce qu'il faut préciser le type d'environnement, hein. Environnement urbain, environnement relationnel, environnement familial, etc. Alors que passer au pluriel, ça permet de dépasser cette ambiguïté qui, d'une certaine manière, a emprisonné la catégorie éthique environnement dans son sens émique occidental. C'est la conclusion à laquelle on en est arrivé. Alors donc ici, avec Élodie, on a envisagé les environnements à partir de la proposition interactionniste et constructiviste d'Ingold. Je vous laisse lire la citation, je ne vais pas tout lire pour ne pas perdre de temps. Mais on s'est montré quand même assez prudente par rapport à la supposée homogénéité qui était postulée. Et donc, on a essayé d'élargir ce qui se trouve dans ces environnements, notamment ce concept du vivant, en utilisant plutôt le concept d'existant proposé par Descola. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'interroger les rapports des enfants à leurs environnements dans les différentes institutions que j'ai mentionnées, en Belgique, donc, et à interroger aussi les rapports des adultes aux pratiques enfantines des enfants, aux pratiques enfantines dans leurs environnements. Tout ceci pour comprendre comment se construisaient ces relations et les imaginaires qui y étaient liés. Alors, le constat de départ qu'on a fait, c'est que les adultes, peut-être plus encore que dans d'autres domaines, soumettent les enfants à des injonctions contradictoires qui sont portées par des imaginaires du rapport aux environnements qui sont eux-mêmes pluriels. Donc, on se dit c'est vraiment quelque chose de très lourd finalement, cette question. Ça demande vraiment de se pencher dessus de manière très fine. Alors, dans les institutions dites classiques, alors attendez, où est-ce que je suis 11, 10. Oui, voilà. Donc, dans les institutions dites classiques, telles que les structures d'accueil public des enfants, dans les brochures de cet Office national de l'enfance et de la naissance, qui servent de référence, les maladies, les risques qui y sont mentionnés reposent sur une classification particulière des existants. Les risques de l'environnement sont en fait liés à d'autres existants, des êtres vivants qui sont présents dans l'environnement, comme les chats, les insectes, etc. Et concernant les prescriptions en matière d'existants, les adultes utilisent très souvent les catégories de sale, de propre, et ils mettent sur le même plan des existants de nature très différente, une bouteille en plastique et un copeau de bois, par exemple. Voilà. Alors, concernant le matériel ludique et pédagogique, en fait, à l'intérieur des structures, on va voir qu'il y a une omniprésence d'animaux de la ferme, d'animaux exotiques, que ce soit sur des lits, dans des livres, sur des coussins. Et les aménagements extérieurs sont des jeux qui représentent des animaux, comme vous pouvez le voir, des
des animaux plutôt éloignés de la réalité vécue par les enfants, qu'ils ne rencontrent pas, qui sont évidemment à des dimensions qui ne sont pas réelles. Et dans tous ces cas, les animaux apparaissent plutôt sous des traits positifs et amicaux. Donc, les animaux de la ferme, par exemple, sont très présents, mais ils apparaissent, les enfants ont très peu de contact avec des vrais animaux de la ferme, par exemple. Et on voit que les animaux dits exotiques sont bien plus valorisés dans les jeux et dans les modules. Donc, peu de contact avec les vrais animaux, entre guillemets, et quand il y en avait, eh bien, c'était plutôt des émotions de peur qui émergeaient. Par exemple, le rat qui pourrait venir si on faisait un compost dans la cour de récréation, ou alors du dégoût chez les adultes qu'ils induisaient après chez les enfants, le chat qui vient faire pipi dans le bac à sable. Donc, toutes ces choses-là étaient très présentes. Dans les institutions alternatives, une différence, parce que les enfants avaient plusieurs différences, beaucoup plus de liberté, d'exploration, l'idée étant de les préparer à la vraie vie, entre guillemets, donc à leur donner des responsabilités, à être dans des rapports moins hiérarchiques et à leur enseigner un respect de l'environnement et des existants qui le peuplent, ainsi que développer chez eux une expérience émotionnelle, voire sensorielle et sensible de l'environnement. Tout ceci sans qu'il y ait non plus ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contradiction. Donc, en gros, les adultes oscillent d'entre trois pôles dans les prescriptions qui sont relatives au rapport aux environnements. Premièrement, protéger les enfants. Deuxièmement, stimuler l'imaginaire des enfants. Troisièmement, développer les connaissances scientifiques de leurs environnements chez les enfants, ce qui peut apparaître contradictoire. Hein. Stimuler l'imagination par rapport à l'environnement et en même temps expliquer comment il faut penser rationnellement la nature, les animaux, etc. Et donc, les normes et les valeurs qui sont enseignées ou transmises de manière plus ou moins explicite aux enfants offrent une certaine classification du vivant, une idéologie du risque zéro. L'idée d'un enfant qui est précieux, qui doit être protégé, une forte présence de l'hygiénisme dans toutes les activités et le traitement qui est fait, et puis une certaine approche rationnelle ou émotionnelle, plus rationnelle dans les institutions classiques et plus émotionnelle dans les institutions plus pédagogie alternative. Mais en tout cas, des contradictions et des tensions très vives. Toutes ces normes et ces valeurs, en fait, sont vraiment incorporées de manière très précoce par les enfants, que ce soit à travers les injonctions explicites ou implicites des adultes, à travers les objets, à travers la culture matérielle, les objets de l'environnement, les jouets, les installations. Et donc, on oscille entre cet enfant vulnérable, réceptacle de toute cette façon de penser les environnements, mais aussi doté de plus ou moins d'agentivité. Alors justement, quid de l'agentivité des enfants dans leur rapport aux environnements ? Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en analysant les matériaux, c'est que en fait, que ce soit au niveau individuel ou collectif, les points de vue et les expériences des enfants différaient en partie de ce que les adultes prescrivaient pour ce qui concernait donc un certain nombre de choses. Donc, évidemment, les enfants s'appuient sur ce que les adultes leur transmettent, se le réapproprient, comme dans tous les autres contextes, hein, mais ils ont aussi des points de vue, des expériences qui sont autonomes à partir de leur propre catégorie, dont certaines sont partagées avec leurs pairs. Alors là, c'est l'exemple d'une cartographie de l'espace extérieur d'une cour de récréation avec une histoire d'escargot et voilà, enfin bon, je n'ai pas le temps, je vois que le temps passe et qu'il est déjà à 37, donc je ne vais pas avoir le temps de développer cet exemple, mais en tout cas, le message qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, la façon dont cette petite fille, Éline, investit la cour de récréation, va s'occuper des escargots dans la maternité des escargots, est en communication avec les escargots, avec la terre dans un petit coin où il y a de la terre, etc.
Elle se fonde, cette expérience, sur un mélange de connaissances de l'environnement. Elle identifie certains arbres, un imaginaire sur les existants qui le peuplent, les escargots, une idée précise sur les bienfaits d'une activité qui consiste à toucher de la terre, parce que ça la calme, ça l'aide à se calmer, à se concentrer. C'est évidemment totalement interdit d'aller mettre les mains dans la terre, si ce n'est pas pour faire un potager durant une activité bien précise. Et puis voilà, elle a toute cette vision de son environnement. Je ne m'attarde pas, je n'ai plus le temps, malheureusement, ici. Alors, je regarde où j'en suis. Alors oui, ce qu'il faut noter pour conclure ce point, c'est que les adultes ne s'intéressent la plupart du temps pas du tout au rapport que les enfants entretiennent avec leurs environnements, si ce n'est pour exercer un contrôle en fait, mais ça ne les intéresse absolument pas de savoir, ou alors ils n'ont même pas conscience de ce que les enfants peuvent expérimenter par eux-mêmes. Alors pour terminer donc cette question du rapport des enfants aux environnements, elle représente un enjeu social fort, comme on l'a proposé en parlant d'existant, en fait, si on part de la notion d'existant, ça permet de mieux saisir cette continuité entre imaginaire et réel, et ça permet de considérer des environnements qui semblent a priori pauvres parce qu'il n'y a aucun élément naturel, des cours bétonnés où il n'y a qu'un petit coin de terre dans un coin. Ça permet de les explorer autrement, si on se met à les explorer avec les enfants, parce qu'il y a en fait plein de rencontres, d'interactions avec des existants qui sont là, auxquels les adultes n'accordent pas d'importance. Donc la cour devient finalement un endroit important. Donc pour conclure cette partie, donc où on voit que les catégories de sale, de propre et d'hygiénisme sont vraiment très très présentes, et donc où les enfants jonglent avec ça et s'en affranchissent quand ils le peuvent ou quand ils sont en dehors du regard des adultes. En fait, l'idée finalement, les idées qui permettraient d'aller au-delà de tout ça, consisterait à déconstruire finalement cette notion de bon enfant qui exerce son métier d'enfant sur la même ligne que le métier d'élève qu'a proposé Pernoud. Donc voilà, rompre avec cette notion de bon enfant qui exerce son métier d'enfant, c'est Sirota qui a proposé cette expression. Un enfant qui doit jouer avec les autres enfants, avec des objets qui lui sont destinés, avec son imagination, puisque voilà, on valorise beaucoup l'imagination chez les enfants, sans perdre de vue qu'il faut en même temps qu'ils développent une certaine forme de rationalité, qu'ils sachent comprendre les choses et les expliquer rationnellement. Et puis l'autre chose qu'il faut essayer, qu'on a essayé de déconstruire, c'est ce paradigme actuel prégnant de la séparation du monde adulte de celui des enfants, qui est un produit historique. Et cette séparation du monde des enfants et des adultes, en fait, on a un peu l'impression, et en tout cas c'est ce qui est ressorti des analyses qu'on a faites, qu'elle s'accentue de plus en plus et qu'elle favorise une sorte d'hyperspécialisation de l'enfance, que ce soit en termes de temporalité, d'espace, d'institution, d'objets, voilà. Donc, en conclusion, je ne vais pas développer tous les points que j'avais prévu de développer. Je vais peut-être juste dire voilà, qu'il y a des questions méthodologiques qui se posent, qui sont essentielles, qu'on ne peut pas traiter en déliant l'anthropologie de l'enfance de l'anthropologie générale, qu'il y a un grand chantier encore trop peu exploré. En fait, la prise en compte de ces points méthodologiques que je viens que je n'ai pas soulevé, mais que vous pouvez voir sur le PowerPoint, conduisent à un point qui articule méthodologie, éthique et épistémologie. Si on suit la proposition de Christina Toren, qui m'est très inspirante pour mes travaux. Je lis peut-être juste la petite citation. The challenge for the anthropologist to analyze the processes that make it possible for children to lead effective lives in terms of ideas that are an inversion of those held by their parents and other adults. Alors, dans nos sociétés,
on stimule l'imaginaire de la pensée, on stimule même une forme de pensée magique des enfants, que ce soit par les jeux, les jouets, les films, les figurines, etc. Et parallèlement, comme je l'ai dit, on a cette formation scolaire à la rationalité pour devenir un adulte rationnel, exception faite évidemment de la sphère religieuse, du religieux institué, ou d'autres investissements qui se nichent dans des spiritualités alternatives. Ça, c'est un autre cas de figure. Donc les enfants en fait, développent des points de vue, des pratiques différentes de celles des adultes dans leur rapport à leurs environnements, mais ils se cachent des adultes ou bien ils finissent par renoncer, oublier ces rapports particuliers quand ils grandissent. Et quand ils deviennent adultes, c'est juste à ce moment-là qu'ils peuvent renouer ou reconstruire ou construire une sensibilité particulière parce qu'ils sont devenus légitimes à exprimer un point de vue. Par exemple, une certaine sensibilité au vivant, tout ça parce qu'entre-temps, ils sont devenus des sujets politiques, ce qu'ils n'étaient pas auparavant. Alors, un point qui est très intéressant, mais que je ne développerai pas, c'est le fait que cette exploration, ça nous permet aussi de revoir, de revisiter la définition l'imaginaire, la définition de l'imaginaire, entre l'imaginaire comme catégorie opérationnelle pour mettre au jour les choses, et puis ce que Ingold propose en questionnant la frontière entre imaginaire et réel, par exemple, c'est une autre piste. Et puis finalement, pour élargir cette étude des rapports des enfants à leurs environnements, et plus particulièrement aux existants, elle a un intérêt intrinsèque par rapport à l'enfance, à comprendre l'enfance, mais elle est en fait exemplaire à plusieurs titres. Elle est révélatrice d'une conjonction de modèles d'enfance qui sont contradictoires, et d'un modèle qui sont contradictoires et imbriqués, et d'un modèle de société adulto-centré, mais qui s'ignore en grande partie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tout ça est finalement sous-jacent. Deuxième point, en fait, cette étude repose la question de la reconnaissance des enfants comme sujet politique, mais elle la repose autrement. Et puis, troisièmement, ça éclaire sous un jour nouveau des enjeux politiques, éthiques, économiques, de débats contemporains sur l'avenir de la planète, de ses hôtes, humains et non humains, de leurs relations, de nos relations ensemble, etc. Et enfin, en passant par toutes ces étapes, finalement, on en arrive, grâce à cette étude, à dépasser le grand partage entre sociétés dites du Sud et sociétés dites du Nord, entre sociétés dites traditionnelles et sociétés dites modernes. En tout cas, c'est ce que j'espère vous avoir montré avec l'étude du cas belge. Voilà, je vous remercie. Désolée d'avoir un petit peu dépassé le temps. Merci pour votre intervention. On aurait bien aimé peut-être entendre plus sur certains points que vous avez juste mentionnés, mais bon, c'est toujours limité dans le temps. Donc, je vous remercie, c'était vraiment très riche et j'ai trouvé que ça fait vraiment du lien avec les autres interventions, tant d'aujourd'hui que des journées précédentes, donc de la journée de janvier, notamment en parlant donc, notamment de l'utilité de l'agency de l'enfant. Donc, il nous reste du temps, on peut prendre des questions si il y a des questions, des réactions, des commentaires. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous avez utilisé une expression que je trouvais très, très intéressante, très, très appropriée, très, très utile en ce moment, surtout c'est idéologie du risque zéro et de l'hygiénisme. Je voulais savoir si ça, cette phrase, cette notion, c'est une chose à vous, ou vous avez cité ça d'une autre personne, idéologie de risque zéro, de l'hygiénisme, cette formule. À vrai dire, je ne sais, je pense que c'est assez commun comme expression. Je pense que c'est vraiment. Je ne me suis pas posé la question. Je ne l'ai pas vu dans la littérature vraiment dite comme ça. C'est plutôt non, franchement, quand on a travaillé, quand on a écrit, on a rédigé le rapport final. C'est quelque chose c'est une catégorie qu'on a utilisée comme ça, sans l'avoir vraiment rencontrée dans la littérature. Le risque zéro, c'est quelque chose qui est, comment dire,
qu'on entend souvent, mais je pense que c'est une formulation suffisamment générale pour ne plus avoir ni de père ni de mère, me semble-t-il. Mais bon, c'est possible qu'il y ait voilà, quelqu'un, mais ça me semble tellement général, si vous voulez, voilà. Et l'hygiénisme, ben ça, il y a des travaux, hein, évidemment, sur l'hygiénisme, enfance, hygiénisme. Ça, c'est un grand classique, en fait, des sociétés occidentales et des institutions de prise en charge de l'enfance à partir du moment où il y a des politiques publiques de l'enfance qui se mettent progressivement en place. Elles sont totalement comment dire, modelées sur ces principes hygiénistes. Et il ne s'agit pas ici de dire, enfin, de se poser en combattante militante des mesures hygiénistes qui ont sauvé la vie sans doute, alors je n'ai pas de chiffres évidemment, mais sans doute de milliers, voire de millions d'enfants qui mouraient, à qui on donnait des biberons d'eau non stérilisée. C'est encore le cas à travers le monde. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est les extrêmes, si vous voulez. Quand on en arrive, par exemple, dans des institutions ici en Belgique, et c'est certainement la même chose en France et ailleurs, en Europe, hein, à privilégier des jouets en plastique parce qu'ils se lavent plus facilement à la javel. Bon, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui pose question. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Hein. Donc, c'est un peu toutes ces petites choses, hein, toutes ces petites choses qu'on a réussi à mettre au jour et dont on a réussi, les contradictions qu'on a réussi à pointer, puisque de l'autre côté, cet Office national de l'enfance est totalement, je veux dire, dans une dynamique d'écologie, de ceci, de cela, enfin voilà. Mais il y a le risque, c'est-à-dire que voilà, l'enfant peut tomber malade si on n'a pas lavé suffisamment, si ceci, c'est cela. Donc, entre la peste et le choléra, c'est le cas de le dire, qu'est-ce qu'on choisit, quoi? D'accord. Non, merci. J'ai beaucoup apprécié l'expression. C'était pour pouvoir, quand je vais citer, qui je dois citer, c'est le fait d'être maître idéologie avant que j'ai trouvé original, de mettre idéologie du risque zéro. Évidemment, je connaissais risque zéro, on parle souvent, mais idéologie du risque zéro, c'est une formulation très intéressante qu'on peut certainement utiliser dans d'autres cadres. Je vous remercie. Sûrement. Maintenant, il y a peut-être des travaux que je n'ai pas lus hein, d'analyse d'organisation des institutions, de sociologie des organisations, peut-être. Voilà. Maintenant, moi, je me suis beaucoup, enfin, par rapport à tout ce qui est risque, justement, alors c'est peut-être dit autrement, mais j'aime beaucoup les travaux de Mary Douglas, j'ai oublié le nom du collègue avec lequel elle a écrit plusieurs articles et livres sur le risque, justement, le risque dans nos sociétés, les institutions, comment pensent les institutions, et puis aussi, après, j'ai oublié le titre du livre, mais voilà, c'est un travail très intéressant, justement, par rapport à ces questions qui nous intéressaient, nous, dans le projet. Oui, je prends la parole aussi pour poser une question. Vous avez parlé du fait de concevoir le bébé comme un sujet ou l'enfant comme un sujet, mais aussi vous parlez dans votre article dans la revue L'Autre sur l'anthropologie des bébés de ces théories locales de l'agentivité. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là de théorie locale de la subjectivité, justement? Est-ce que c'est un terme que vous utilisez à dessein, l'agentivité, dans ce cas-là, ou est-ce que ça se recoupe finalement? C'est une bonne question. Je pense que je ne me suis pas posé la question en ces termes, mais je me dis que peut-être les théories locales, je ne pense pas que ça devrait être considéré comme synonyme a priori, hein, mais voilà, je vous dis ça comme ça maintenant, là, sans réfléchir plus avant. Je verrais peut-être ça comme une sous-catégorie, peut-être, puisqu'il faut une forme d'agentivité pour qu'il y ait subjectivité, donc je le verrais plutôt comme ça. Et du coup, est-ce que vous connaissez, parce que moi je ne crois pas en connaître, des travaux qui s'intéressent à cette super catégorie qui serait les théories locales de la subjectivité ou de la subjectivation, dans le cas de l'enfant?
côté du bébé, de l'enfant. Après, il faut aller chercher du côté des travaux plutôt en psychanalyse. Voilà, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller voir. Maintenant, parce que bon, évidemment, par rapport aux adultes, oui, alors après, il faudrait aller retourner voir. Je sais que, excusez-moi, c'est la fatigue, j'oublie les noms. Bon, j'ai perdu son nom. Voilà, une anthropologie des subjectivités. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je vous écrirai pour vous dire le nom quand il reviendra cette nuit, peut-être à 3 heures du matin. Voilà. Donc oui, par rapport aux adultes, oui, évidemment, il y a beaucoup de travaux plutôt anglo-saxons sur la question de la subjectivité chez les adultes. Mais la question de la subjectivité, alors à partir des conceptions locales, si vous voulez, oui, parce que beaucoup d'anthropologues de l'enfance, ou en tout cas qui ont travaillé sur l'enfance, ont, dans certaines sociétés, mis au jour cette forme d'autonomie de l'enfant, du petit enfant. Je pense au travail de Saskia Valentovitz, par exemple. Je pense aussi au travail de... Non, écoutez, non, c'est pas le jour pour les noms. Normalement, je n'oublie pas les noms, mais là, voilà, ça ne me vient pas. Bon, le nom ne me revient pas. Désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Ce sera peut-être l'objet d'une future discussion. Voilà.